Ce ne sont pas tant les États qui ont besoin des banques pour financer leurs déficits que les banques qui ont besoin, un besoin vital même, des déficits de l'État et des titres qui sont émis pour les financer afin de solvabiliser leur bilan et tout le système financier qui en découle. Pour le dire autrement, pour ne pas faire faillite. Alors vous inquiétez pas, hein, je suis pas en train de virer Gabriel Zucman ou je sais pas quel autre économiste qui estime que l'État peut dépenser sans compter et qu'à partir du moment où c'est l'État qui fait, c'est bien, ou à partir du moment où c'est l'État qui paye, c'est gratuit. Mais on va regarder dans cette vidéo un petit peu le travail d'Elon Musk à Washington. Et c'est en étudiant ce travail un petit peu de nettoyage que Musk est en train de faire que je me suis dit, mais au fond, si Musk réussissait à supprimer les déficits publics aux États-Unis, il créerait un problème incroyablement supérieur, non plus au niveau du budget, mais au niveau de la monnaie. Mais ça, c'est pas si simple à comprendre, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Chers amis, bonjour, ici Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière L'investisseur sans costume. Comme d'habitude, il y a une lettre qui accompagne cette vidéo que je vous invite à aller visionner. Il y a un bouton qui doit apparaître sans doute par là. Il y aura sûrement sinon en description et en commentaire de cette vidéo si vous êtes sur YouTube. Vous savez ce que je dis toujours, regarder c'est bien, lire c'est mieux. Parce que on va pas aller faire de la grosse économie monétaire, de la grosse finance monétaire aujourd'hui, mais on va en faire un petit peu quand même. Donc ça vaut le coup de s'y pencher en lisant un peu. Mais bref. Donc tout ça a commencé avec Elon Musk, qui a déclaré il y a quelques jours, je mets toujours un peu de temps à réagir, excusez-moi, au micro du sénateur américain Ted Cruz, dans les locaux de la Maison-Blanche, que le gouvernement fédéral américain disposait d'au moins 14 ordinateurs magiques qui émettaient des paiements à partir de rien. Et je vous avoue, quand il a balancé ça, je me dis, il a pris sa petite bombe à buzz, il sait que ça va faire tourner tout le monde dans les chaumières, mais la déclaration en elle-même a quelque chose de bizarre, c'est très équivoque. Il parle de paiement, pas de création monétaire, même si en fait c'est la même chose dans ce cas-là. Et il vient vous dire ça comme si c'était un problème. C'est pas nécessairement un problème, ou pour le dire plus précisément, dans une acception stricte, il est faux de dire que ces ordinateurs magiques du gouvernement fédéral produisent de la monnaie ou émettent des paiements à partir de rien. À partir de rien. Cette monnaie est bel et bien produite à partir de rentrées fiscales, enfin ça c'est pas de la monnaie, elle est juste transférée, et surtout à partir de dettes. Traditionnellement, vous le savez ou pas d'ailleurs, une monnaie c'est produit à partir d'un effort préalable, s'il s'agit d'aller creuser des trous dans le sol pour trouver de l'or, ou postérieur, s'il s'agit de travailler pour rembourser un crédit, ou faire travailler quelqu'un d'autre dans le cas de l'État. Mais dans tous les cas, chaque dollar distribué par ces machines est bien couvert, encore une fois, soit par une rentrée fiscale, soit par un bon du trésor, c'est-à-dire par un effort passé ou futur. Alors évidemment, vous allez me dire, si l'effort futur n'est pas fourni, eh ben c'est là que les problèmes commencent. C'est même le très grand enjeu de notre époque. C'est le centre de nos problèmes, mais il se trouve pas au niveau de l'État fédéral. C'est pas au niveau de l'État que ça se passe. Parce que le plus bizarre dans toute cette affaire, c'est que toute notre monnaie est créée par des espèces d'ordinateurs magiques, comme il dit, mais pas particulièrement ceux du gouvernement qui font hurler Musk, par ceux des banques. Les banques en ont vachement plus, des vachement plus gros, qui font 100 fois pire. Et, sauf que les ordinateurs des banques, eux, ils le font pour la plus grande fortune de Musk. Et donc il prend le problème par le mauvais bout, mais s'il le prenait par le bon, il se tirerait une rafale dans le portefeuille. Alors que là, il pourrait bien se faire de la place pour toucher encore plus de subventions pour SpaceX et Tesla. C'est un truc qui est assez marrant avec Musk, c'est qu'il va couper dans les subventions, mais il est lui-même un énorme récipiendaire. Mais bon, c'est toujours pareil avec Musk, qui fait généralement d'assez bonnes choses, mais avec systématiquement un intérêt personnel, un motif ultérieur, un motif supérieur. Vous récoltez un fruit, il prend possession de l'arbre. C'est Musk, c'est pas l'un des hommes les plus riches du monde pour rien, hein.
Vous me direz, c'est toujours mieux que ses autres collègues milliardaires, mais on a encore un peu de chemin à parcourir, à mon avis. Ah mais bon, peu importe. Je m'égare parce que, je dis ça c'est au sens strict, mais je pense qu'au fond, Musk voulait simplement dire que ces ordinateurs que l'on trouve dans différents ministères, les différents départements américains, n'émettent pas leur paiement à partir d'un budget préalablement voté ou d'une enveloppe définie, ou alors dans le cadre d'une politique établie clairement. Rien de tout ça. On dépense d'abord et on voit ensuite. Alors, vous allez me dire, c'est déjà suffisamment grave comme ça. Bien sûr que c'est très grave, mais c'est aussi très important, car cela montre une chose essentielle. C'est que l'important n'est pas d'appliquer une politique publique en particulier ou un programme, ne serait-ce que quoi qu'il en coûte. C'est l'inverse. L'important, c'est de faire de la dette. Pour quelle raison? On verra ensuite. Alors, évidemment, tout le monde s'inquiète de nos déficits. C'est ça le plus bizarre, c'est-à-dire qu'en France, ça y est, on a fait nos 1000 milliards depuis 2017, on est tous en train de se dire que c'est une catastrophe, ce qui est vrai, encore une fois c'est vrai, mais d'un point de vue d'un banquier du système financier, c'est absolument nécessaire. C'est parce qu'il faut alimenter la grande machine à crédit du système financier que le gouvernement dépense sans compter. C'est vraiment très 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 important. Ce n'est pas la dépense qui nécessite une émission de dette, c'est la dette qui a besoin d'une dépense pour se justifier. Il faut imprimer des titres de dette, c'est absolument nécessaire. Pour le dire autrement encore, les déficits excessifs, incroyablement excessifs de nos démocraties qui sont en train de mourir, ne sont pas la source de nos ennuis, ni même la conséquence de l'incompétence mêlée de vice de nos élus et technocrates. C'est une condition nécessaire à la folle impression monétaire des banques commerciales et des banques centrales. Et en plus, c'est-à-dire que je n'arrive pas à savoir dans quelle mesure ce que j'affirme là est polémique ou pas. Parce que, encore une autre manière de le dire, c'est simplement la folie financière, les banques nous entraînent dans leur chute. Et elles nous utilisent simplement pour ralentir la leur. Et bon, c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire que si Musk arrivait à résoudre la quadrature du budget fédéral américain, où c'est la même chose en France, et à éliminer le déficit, il ne ferait que créer un problème beaucoup plus gros ailleurs. C'est-à-dire que vous migrez le problème du budget à la monnaie. Et je sais bien, on a tendance à penser l'inverse. En tout cas, à la télé, on vous raconte l'inverse. Mais encore une fois, c'est que vous vous placez en bon père de famille, on n'a plus le droit de dire ça, dans une économie réelle. Mais dans la fiction financière, dans l'ingénierie financière, ça fait pas de doute. Les milliers de milliards de déficits américains sont absolument nécessaires pour soutenir les 700 000 milliards de produits dérivés dans le monde. Encore, il y en a beaucoup plus probablement, mais bon, ça, c'est ce que la Banque des règlements internationaux arrive à compter. Et la première preuve de ce que je vous dis, c'est que quand vous avez un retournement de conjoncture, la première réaction des banques est de se jeter, d'acheter massivement de la dette publique pour protéger leur bilan. Et quand vous comprenez comment fonctionne le système, c'est absolument normal. On va prendre un exemple. Imaginez que vous avez une action McDonald's qui vaut 300 $, et vous aimeriez bien désormais acheter une action JP Morgan, la banque, qui elle vaut 250 $. Eh bien, c'est dommage, vous n'avez pas 250 $ à investir. Mais vous n'avez pas non plus envie de vendre votre action McDo, donc plutôt que de la vendre, vous dites tiens, et si je prenais un crédit avec mon action en garantie? C'est-à-dire que si je ne peux pas le rembourser, c'est pas grave, j'ai mon action. Si la bourse monte, je fais coup double. J'empoche mes plus-values à la fois sur mon action McDonald's et sur mon action JP Morgan, sans avoir eu à dépenser un centime de plus. Mais évidemment, la médaille a son revers. Et si la conjoncture se révèle finalement moins bonne et que l'action de McDonald's, qui était à 300 $, tombe en dessous des 250, le prix auquel vous avez acheté votre action de JP Morgan, alors votre créancier va vous dire que la garantie n'est plus suffisante. Et donc si vous n'avez pas de quoi la compléter, ça va causer problème. Vous serez alors obligé de vendre votre action de JP Morgan et votre action de McDo pour couvrir vos pertes et rembourser votre crédit, faute de pouvoir le garantir. Et à la fin, vous n'avez plus rien. Alors, si ça n'arrive qu'à vous, c'est dommage, c'est pas très grave. Enfin, pour vous aussi, mais pour les autres, non. Le plus probable, c'est que tout un tas de petits malins de banquiers se retrouvent à devoir vendre
en même temps des tombereaux d'actions et autres actifs, et c'est généralement comme ça qu'un crack se produit. Et si vous laissez faire un crack aujourd'hui, eh ben, la plus grande partie du système bancaire fait faillite. Hein, vous avez des millions de petits déposants qui se font rincer alors qu'ils n'ont rien demandé. Vous avez probablement la même chose pour des milliers, voire des millions d'entreprises petites et grandes qui n'ont rien demandé, elles non plus. Et à la fin, tout le monde est tellement énervé qu'on en revient à un bon vieil étalon or. On sépare à nouveau sérieusement les banques d'affaires et les banques de détail. Les banquiers redeviennent des petits fonctionnaires ennuyés et ennuyeux. Et l'économie peut repartir sur de bonnes bases après avoir été purgée de ces mauvais éléments. Si la crise a été bien gérée, avec un peu de chance, vous avez évité la guerre. Sinon, malheureusement, vous comptez vos morts. Ah, c'est pas drôle, hein, mais bon. Ça, c'est une hypothèse. Mais, ou alors, vous n'avez quand même pas du tout envie de vous retrouver à sec et que tout le monde se retrouve à sec et que vous ayez une crise carabinée. Donc vous essayez de trouver une solution, le temps que les bourses se remettent d'aplomb. Vous dites, ah, c'est peut-être que passager. Alors vous avez trouvé votre créancier, vous dites, attends, Robert, mon action McDo, elle va pas très bien en ce moment, ça vaut plus que ça valait, mais à la place, je te mets un bon du trésor, un actif super sûr. Celui-là, il varie pas beaucoup, et puis surtout, quand il y a de la crise, tout va bien. Hein, donc prends ça en attendant, et puis quand le titre est remonté, on refait l'échange. Donc vous vous démenez, vous faites tout ce que vous voulez pour voir si vous pouvez pas louer, juste emprunter quelques semaines sur les marchés des bons du trésor pour les mettre en garantie à la place, en collatéral on dit, à la place de votre action qui dévisse. Mais bon, pour que ça marche, il faut encore qu'il y ait des obligations souveraines accessibles à un prix acceptable. Et évidemment, vous avez ces besoins de collatéraux pour tout un tas d'actifs, d'obligations, d'actions, mais vous avez surtout les gigantesques portefeuilles de produits dérivés mondiaux. 700 000 milliards de dollars. C'est ce que la Banque des règlements internationaux arrive à compter. Il y en a probablement beaucoup plus. Peut-être on refera une vidéo un jour sur les produits dérivés. Je ne sais pas si ça intéresse encore les gens. On n'en parle plus, mais ils sont toujours là. Hein. Et donc, ces 700 000 milliards de produits dérivés, eux aussi, ils ont besoin de collatéral. Et c'est pour cela que les banques ont de très 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 gros portefeuilles de dettes souveraines. Et c'est pour ça que malgré tous les discours, toutes les réformes, toutes les bonnes intentions, les États n'équilibrent pas leur budget. Ça serait catastrophique pour le système bancaire actuel. Bon, vous pouvez probablement rajouter à ça aussi que depuis le temps qu'on fait ça, ça a commencé gentiment dans les années 80, depuis le temps qu'on fait ça, on a probablement oublié comment on gérait une économie normalement. Et c'est là le très 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 gros problème. C'est un problème gigantesque au niveau de l'économie. Vous sauvez le système financier par cet accès sans limite à de l'argent facile, et ça incite à des comportements extrêmement vicieux. Parce que l'important tout d'un coup n'est plus de bien travailler, mais de soigner ses relations avec ceux qui sont plus proches du robinet Afrique. Donc vous passez d'une économie de la compétence à une économie du copinage. Si jamais vous dites, tiens, c'est marrant, ça sonne un peu comme... c'est pas pour rien. Et c'est pas tout. C'est-à-dire que quand vous empêchez les grandes structures, les grandes entreprises, et encore pire, les grandes structures capitalistes type BlackRock ou les grandes structures bancaires de faire faillite, vous empêchez l'émergence de nouveaux acteurs mieux adaptés à notre temps. Et c'est même plus vicieux que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les nouveaux acteurs émergent quand même, mais contrôlés par les géants de la gestion d'actifs, contrôlés par les grandes banques, par les grands, encore une fois, les grands gérants d'actifs comme BlackRock, qui s'assurent que les petits nouveaux ne mettent pas en danger leur vieux monde. Et avec tout ça, on finit avec une lutte à mort entre la fiction financière et la réalité économique. Et ça, Musk, pas plus que Trump, aujourd'hui, ne sont positionnés correctement dans ce combat. Ça ne veut pas dire que je les aime pas. Hein. Je me réjouis qu'ils aient remplacé le clan Biden. Je me réjouis qu'on se rende compte que, a priori, on peut assez facilement, je dis assez facilement, on verra bien, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'économiser 1000 milliards sur 1800 de déficit sur le déficit fédéral américain. Mais j'en attends pas pour autant des merveilles, car, encore une fois, la racine du système financier, elle, est toujours irriguée. Vous avez toujours une explosion
des produits dérivés qui remontent après cette pété la gueule avec le Covid. Vous avez toujours là les banques centrales qui sont en train de s'apprêter à faire n'importe quoi, même si les taux ont monté. Vous n'avez jamais eu aux États-Unis de vrai resserrement monétaire. Euh, on fait semblant, on joue à être sérieux. Et c'est comme ça que vous vous dites, c'est quand même bizarre, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut être sérieux. Et puis plus on est sérieux, plus on joue à être sérieux, plus on fait n'importe quoi. Mais vous avez une raison, c'est que c'est nécessaire au système financier. Et le problème, c'est que votre système financier, désormais, n'est plus corrélé. Vous pourriez dire, bah oui, mais le système financier, il marche mieux si vous avez une économie saine. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas désormais. Le système financier vampirise l'économie et que si vous voulez sauver le système financier, vous tuez votre économie. Et quand vous tuez votre économie, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que vous tuez vous tuez simplement vos richesses et vous tuez l'économie de l'abondance, le monde abondant dans lequel on est. Alors tout d'un coup, ça devient vachement intéressant d'avoir du grand alarmisme climato ce que tu veux, pour cacher la misère. Et ça, c'est pour moi ce qui est le plus grave, parce que je ne suis pas en train de dire qu'on ne pollue pas, on pollue de manière catastrophique, mais aujourd'hui, ce discours est totalement détourné et mis au service de ce grand capital. Et ça, franchement, je trouve ça gerbé. Tout ça pour dire que bah, tant que vous gardez vos économies entièrement dans des banques, entièrement à la main de ces personnes qui, encore une fois, ne font jamais que de vous entraîner dans leur chute. On pourra revenir aussi comment la fin de la croissance, dans les années 70, la chute de l'Union soviétique, ont créé cette espèce de bulle de folie. Cette bulle de folie, on n'en sortira pas par le haut. On en sortira, c'est pas possible. C'est même là, ils sont en train de rêver de la population qui baisse, de robotisation qui explose. On en arrive au point, si vous voulez, où une révolution comme celle de l'intelligence artificielle, qui est une révolution qui est au moins aussi importante que celle de l'ordinateur dans les années 90, l'ordinateur personnel, c'est de la même manière qu'on a équipé, toutes les entreprises ont équipé leurs salariés d'ordinateurs en une quinzaine d'années. Bon, là, il va se passer la même chose, c'est-à-dire que toutes les entreprises vont équiper leurs salariés d'intelligence artificielle dans leurs entreprises. Vous avez un truc énorme qui est en train de se faire, sauf que ça se fait détourner en même temps. Ça se fait détourner par ce besoin capitalistique de survivre et de survivre en guerre contre son propre peuple, contre sa propre société, contre sa propre économie. Alors évidemment, tout ça rentre en collision frontale avec les pays, je veux dire les pays du Sud, non, enfin les BRICS, qui sont pas d'accord. Mais on n'a pas fini, quoi. Donc tout ça pour dire, même si l'or n'arrête pas de battre des records, c'est bien d'avoir un peu d'or physique chez soi, c'est bien de débancariser, c'est bien d'investir dans des actifs tangibles, dans du vrai, parce que tout ce qui est libellé en euros aujourd'hui, pas à très court terme, hein, mais ça a déjà perdu beaucoup de valeur. Hein. C'est perdu beaucoup, beaucoup de valeur. C'est des trucs aussi bêtes que le prix d'un iPhone 1 en euros ou en dollars, ou d'un iPhone, je ne sais plus combien on est là, ou les derniers. Vous voyez un petit peu la manière dont on s'est appauvri uniquement par la baisse de l'euro. Mais il n'y a pas que ça, c'était qu'un détail. C'est pas très bon d'avoir trop de choses libellées en euros. Bref, on finit cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu, comme d'habitude. Hein, partagez-la si elle vous intéressait, commentez-la, posez des questions. J'ai bien conscience que c'est assez polémique, c'est assez controversé de venir vous expliquer ça. Mais faut vraiment, c'est regarder, c'est un petit peu, j'allais dire, c'est la face cachée de la Lune. C'est-à-dire que c'est vraiment regarder ça par l'œil du système financier. C'est-à-dire que vous voyez ces déficits qui sont causés par les politiques publiques, mais si vous commencez à regarder côté finance, on en a besoin. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Partagez,
commentez, mettez des pouces, et moi je vous dis à votre bonne fortune.